Merci. Je crois qu'on a choisi le chirurgien pour parler, comme ça reste facile à comprendre. Et surtout aussi un médecin du sport qui s'occupe surtout du foot et du hockey sur glace, donc typiquement des athlètes qui aiment pas courir. Donc les hormones, c'est quoi? Les hormones, c'est des substances dans le corps qui se baladent un peu partout, qui sont sécrétées suite à une charge ou finalement lors d'un moment de repos pour trouver de nouveau l'équilibre du corps, pour améliorer finalement à long terme sa fonction ou au moins de garantir que le corps il aille bien. Donc on a toujours le côté de stress, typiquement à la course à pied on a le cortisol entre autres, et le côté repos pour remettre de nouveau tout bien en équilibre et pour améliorer la performance à long terme. Donc la course à pied c'est un énorme stress, déjà des courses de 20 minutes ou 30 minutes à une intensité moyenne, par exemple de 50% VO2 max, vous retrouvez des taux de cortisone qui augmentent jusqu'à 40%. Et si vous faites des courses vraiment intenses, jusqu'à 80% de VO2 max, vous retrouvez quasiment la concentration doublée de la cortisone immédiatement après la course. C'est-à-dire, si nous on fait une prise de sang pour voir les effets immédiats sur le sang, vous trouvez comme ici les cellules blancs qui montent à triple ou à quadruple de leur concentration initiale. Si on fait une prise de sang immédiatement après une course, les patients ou les athlètes, pour nous, ils sont malades, sauf si on sait bien entendu qu'ils viennent d'une course, et puis c'est à nous de savoir de mettre ça de nouveau dans les circonstances. C'est intéressant à ce moment-là, et puis on a aussi déjà entendu juste auparavant, la ligne noire que vous voyez, c'est suite à une charge modérée, mais qui dure 3 heures. Donc vous voyez que les cellules blanches, donc les neutrophiles dans ce cas-là, ils montent énormément, ce qui est moins le cas après une séance d'entraînement à 80% de VO2 max d'une demi-heure. Et ça c'est représenté par la ligne bleu clair. Donc vous voyez, le stress en soi, bien entendu, si je fais une charge très très importante et courte, bien entendu, elle est intense, mais le stress pour le corps, il est pour les 24 heures qui suivent nettement moins haut que si je fais une course à pied de 2 à 3 heures. C'est-à-dire, la cortisol, elle reste haute, mais la capacité finalement de se battre contre, par exemple, des virus ou bactéries, elle chute assez rapidement. Donc, comme vous voyez ici, avec les concentrations des cellules blanches. Et donc, vous avez le risque à tomber malade suite à surtout des entraînements longs et moyennement intenses. Donc là aussi, c'est finalement cette courbe de supercompensation qu'on connaît plutôt dans l'idée de progresser sa performance. C'est la même chose avec le système immunitaire, de trouver le bon moment finalement, de recommencer de nouveau ou de refaire un entraînement, pas que la courbe finalement elle reste plate ou même qu'elle descende. L'idée, c'est bien entendu de progresser dans sa performance. Et c'est pour ça aussi, cette courbe qu'on retrouve dans plusieurs publications, on voit que les patients sédentaires, bien entendu, ils profitent du effet protecteur du sport. Donc, ils sont moins souvent malades, entre autres aussi pendant l'hiver. Mais si vous faites des charges à une plus grande répétition et aussi d'une intensité ou surtout d'une durée plus longue, c'est là à la fin où vous risquez d'être plus malade. C'est-à-dire, il faut trouver de nouveau le bon équilibre entre repos et effort. Et là, typiquement, on a une barrière de 20 à 30 km par semaine et on sait que les athlètes qui courent 80 à 40 km par semaine, c'est typiquement des athlètes qui arrivent à faire 10 km tous les jours ou donc 4 fois par semaine et juste pas assez pour une intensité probablement trop poussée sans avoir trop de courbatures, et c'est eux exactement qui n'arrivent pas à entrer dans cette courbe de supercompensation. Par contre, c'est complètement différent chez les athlètes qui font 100, 150 ou 200 km par semaine, mais là il y en a très très peu, qui font beaucoup d'entraînement finalement aussi de base, et là on arrive de nouveau à diminuer le risque de taux d'infection. Donc ça c'est le côté à court terme des hormones, mais qu'est-ce qu'on a à long terme ? On vient d'entendre déjà une partie par rapport à l'os. L'os, c'est un organe, c'est pas seulement un tissu qui se régénère très lentement et il s'adapte à chaque charge. Donc, il a aussi besoin du repos finalement pour se refaire. Dans sa totalité, il se refait environ tous les 7 à 10 ans. Et c'est pour ça les fractures de stress, ils sont
pas si rare que ça, typiquement si on change ses habitudes d'entraînement. Donc c'est là aussi où on a une règle, on dit on ne devrait pas augmenter la charge de l'entraînement plus que 10%, donc le taux de kilomètres ne devrait pas augmenter par semaine plus que 10% de semaine à semaine. Donc une progression dans l'intensivité doit être progressive mais lente. Vous avez la même chose pour la variété de la surface, donc là on en profite aussi de marcher sur du goudron autant que dans la forêt. Et après le chaussage, il faut avoir plusieurs chaussures. Il faut les changer de temps en temps, bien entendu aussi. Idéalement, on en a 2, même voire 3. Peut-être Thomas pourra nous dire combien il a dans son appartement. Mais c'est typiquement, il faut avoir plusieurs chaussures pour ne pas s'habituer à un type de chaussage et finalement qui peut aussi engendrer des types de fractures de stress, entre autres chez les métatarses, typiquement chez les athlètes qui font un appui de l'avant-pied, qui est beaucoup plus fréquent chez eux que chez les autres qui font le contact d'abord avec l'arrière-pied, où on retrouve plus de fractures de stress au niveau du tibia, juste en dessous du genou. Et surtout chez les athlètes qui font des intensités à longue durée, c'est indispensable finalement de faire aussi des séances de musculation. Seulement la course à pied ne va pas vous amener à la victoire. Donc il y a d'un côté le côté mécanique, mais bien entendu, il y a aussi le côté hormonel, c'est pour ça aussi mon sujet. Donc on a le côté oestrogène qu'on vient d'entendre, mais aussi le côté des androgènes chez les hommes. Donc on sait on vient d'entendre aussi que lors de la maturité ou vers 16-17 ans, c'est finalement là, ou juste 2 ans plus tard, où on a le pic de stock osseux qui est fait par le corps. Et suite à ça, c'est l'idée finalement de minimiser la perte de la masse osseuse avec de l'entraînement régulier et répétitif. Et il y a aussi le côté de vitamine D et le calcium, bien entendu. Dans ce contexte, on parlait il y a une quinzaine d'années de la triade d'athlètes féminines où on retrouve l'ostéopénie, voire l'ostéoporose, c'est-à-dire vraiment une perte de ce stock osseuse. Il y a des troubles du cycle menstruel avec très souvent ou quasiment toujours le trouble d'alimentation. Le trouble ou les troubles alimentaires qu'on retrouve jusqu'à 20% chez les athlètes féminines, chez des femmes non athlètes, donc la plus grande majorité, jusqu'à 10%, et chez les hommes nettement moins. Par contre, regardant aussi les chiffres chez les sportifs mâles, on voyait qu'ils étaient aussi à risque de faire des symptômes semblables à la triade d'athlètes, donc aussi masculines, surtout dans les sports d'endurance ou le saut à ski ou les sports avec une importance où l'esthétique joue un rôle très très important. Et c'est pour ça le diagnostic en soi, il a simplement changé de nom, mais aussi on a vu qu'il y a beaucoup plus que simplement le côté de l'os, il y a beaucoup plus que seulement le côté aussi du cycle menstruel, mais vous voyez à droite qu'il y a plein d'autres facteurs métaboliques, endocriniens, psychologiques qui jouent un rôle dans ceci. Donc pour revenir à ma première slide du début, où on voit finalement les patients ou les athlètes qui ont cette déficience d'énergie relative, c'est-à-dire ils ne mangent pas assez, ils sont constamment exposés à un stress, à des taux de cortisol nettement élevés. Le cortisol aussi, il reste plus longtemps élevé après ou suite à un entraînement, et c'est-à-dire vous avez le risque aussi à tomber malade, et suite à ça finalement de ne jamais entrer dans cette courbe de supercompensation, mais finalement on est toujours dans cet état catabole, c'est-à-dire on utilise ses réserves et tous les systèmes ou beaucoup de systèmes du corps, ils sont toujours en défense et finalement on perd sa capacité physique et psychique. Donc les premiers symptômes qu'on trouve et assez typiques où on doit être alerte, c'est la perte de poids. Bien entendu aussi le comportement nutritionnel à risque. Donc pour nous, c'est de discuter non seulement avec l'athlète concerné, mais typiquement si on est en route avec un groupe de cyclistes par exemple, de demander aux autres athlètes est-ce qu'ils remarquent aussi qu'un certain athlète il mange plus de pâtes, ou est-ce
Est-ce que vous remarquez que simplement, il se cache un tout petit peu, ou elle se cache du buffet le soir, et puis dit non, j'ai déjà mangé. Et ça, c'est vraiment des signes d'alerte très très importants dans ce contexte-là. Bien entendu, comme déjà mentionné, le cycle menstruel, les fractures de stress, que je vois plutôt comme chirurgien orthopédique, perte de performance, et bien entendu aussi la fatigue chronique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir ou s'y attendre à une amélioration? Bien sûr que oui. Donc la correction du déséquilibre énergétique, ça va assez rapidement, donc des jours ou dans des semaines, où vous voyez gentiment une amélioration de nouveau aussi, où le risque de tomber malade, il descend quand même dans les premiers 2-3 semaines. La réparation de la menstruation, ça prend plusieurs mois. L'amélioration de la densité osseuse, probablement, elle n'est pas complète, et c'est-à-dire les déficits qu'on a suite à un manque d'énergie qu'on a mangé, ils risquent de rester à vie. Donc pour résumer, on a le côté sédentaire qu'on aimerait en fait, pour ceux-ci, on aimerait améliorer leur santé, leur qualité de vie, et chez les athlètes, on aimerait en fait maintenir la santé. C'est-à-dire, il faut trouver à nouveau la bonne balance entre le côté santé et le côté maintenir la santé que les athlètes, avec des entraînements à haute répétition et finalement à longue durée, ne tombent pas malades. À la fin, les endorphines, je pense que ces images, ils parlent pour eux. S'il y a une coureuse qui montre sa joie, qui montre son plaisir à la course, je pense que c'est Natasha Madman qui a gagné 7 fois la course triathlon d'Hawaï. Et avec cette slide, j'aimerais terminer ma présentation. Merci beaucoup.